Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Conversation parasite, bruit ambiant, coupure à répétition. Moi, j'ai souvent vécu l'enfer en open space. Et pourtant, j'aimais être avec mes collègues. C'était pas le problème. Mais perdre entre 1 heure et 3 heures par jour d'efficacité, ça fait vraiment beaucoup quand on multiplie. Surtout quand on a un travail intense, avec de la pression et du stress, et ça a été mon cas. Et au final, c'est mon bien-être qui en prenait un coup. J'avais moins de temps pour moi, moins de temps pour faire du sport, pour nourrir des relations extérieures au travail. Et les discussions autour du sujet se cristallisaient beaucoup trop souvent sur le débat télétravail pour ou contre. Moi, je refuse de croire que le débat est aussi simple que ça. Il y a tellement d'autres paramètres à prendre en compte, en fait. Dans cet épisode, Simon Vergeot, qui est cofondateur de Useful, a accepté que je lui pose toutes mes questions sur le sujet. Et franchement, il est fort parce qu'il a réussi à mettre de la structure sur ce sujet qui est complexe en nous donnant les 6 piliers d'un bon environnement de travail et comment les mettre en place. Salut Simon! Salut Mathieu! Merci beaucoup de nous rejoindre sur Work in Progress. Aujourd'hui, on va parler de piliers d'environnement de travail. Je voulais parler de ça avec toi parce que, bon, on sait tous que le bureau a été la norme pendant pas mal d'années. Les entreprises qui se respectaient avaient quasi obligation d'en proposer un. Et donc, elles se sont mises petit à petit aussi à optimiser les mètres carrés parce qu'il fallait optimiser financièrement avec tous les écueils qu'on connaît, open space contre-productif, etc. La bonne nouvelle, depuis, peut-être que la pandémie a accéléré ça, c'est l'arrivée du télétravail en masse, en tout cas, qui est permis par plein de choses, rabat un peu les cartes, pose plein de questions puisque aujourd'hui le bureau est de moins en moins obligatoire qu'il y a quelques années et c'est moins un facteur d'attractivité, pour les entreprises qu'avant. Mais donc ça pose plein de nouvelles questions. Du coup, on parle beaucoup plus de bien-être des salariés que de mètres carrés. On parle plus trop d'espace, mais d'environnement de travail. Les entreprises attractives, d'ailleurs, placent l'expérience collaborateur au cœur de la stratégie. Et à la fin, c'est ça qui peut faire la différence entre une entreprise performante ou non. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de Google. On pense à Google, les espaces siestes, etc. Et donc, voilà, je me posais la question, comment repenser et améliorer l'environnement de travail de son entreprise quand on n'est pas Google. Ouais. Et donc voilà, c'est ce que je voulais voir avec toi, Simon. En gros, la question fil rouge de cet épisode, c'est vraiment quels sont les piliers pour améliorer l'environnement de travail dans son entreprise et comment les mettre en place, quoi. Si je suis Mathieu avec ma petite entreprise et que j'ai pas des moyens pharaoniques. Mais avant, je vais te laisser te présenter. Écoute, merci Mathieu. Déjà, merci de me recevoir. Hyper cool de faire cet exercice avec toi. Alors, plein de choses à dire. Si je commence par la présentation, donc Simon Vergeot, j'ai 31 ans et j'ai cofondé il y a un peu plus d'1 an maintenant avec Julien Saillard, qui est mon associé et que je salue évidemment, Useful, donc qui est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises dans les grandes transformations qu'on vit depuis déjà quelques années, mais en particulier depuis la pandémie. Et donc, on accompagne ces entreprises dans les transformations de mode de travail et d'environnement de travail. Donc, on intervient évidemment sur la refonte des espaces de travail, enfin de l'environnement, comme tu disais tout à l'heure, mais donc ça comprend les espaces, ça comprend le digital, ça comprend les usages. On a un prisme assez fort sur le côté usage, puisque l'idée, c'est de se dire, le bureau unique qui convient à tous n'existe plus. En tout cas, il existe de moins en moins et il plaît de moins en moins. Et l'idée est de dire, nous, on arrive le plus en amont possible à l'étape de réflexion et on accompagne les entreprises, petites, moyennes et grandes. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, des Google, nous, aujourd'hui, on n'en a pas. On a surtout des PME et des ETI qui n'ont pas forcément les moyens de Google et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et on les aide à repenser leurs espaces en fonction des nouvelles problématiques qu'on a. T'en parlais tout à l'heure, l'hybride, le télétravail, parfois le remote, donc du 100% distance, en fonction des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans, ceux qui sont en train de naître aussi. Voilà, donc il y a évidemment plein de sujets, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais voilà, notre métier, c'est finalement une partie conseil, une partie plus gestion de projet, puisque une fois qu'on a fait plein de conseils aux entreprises, on ne s'arrête pas là et on les accompagne dans la mise en place de tout ce qu'on a proposé. Le but étant évidemment de proposer des espaces et des environnements qui correspondent beaucoup mieux aux besoins des collaborateurs. Voilà.
Top, merci beaucoup Simon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bah, là, Ouais. moi, je vois que tu es en télétravail. Je sais que le télétravail cristallise, pas mal de débats et finalement parfois c'est dommage parce que ça empêche de se poser les bonnes questions. Je voulais savoir ce que tu pensais, du télétravail à titre personnel? Alors, vaste sujet. On pourrait aussi en parler très longtemps, mais en quelques mots, hem, déjà, il y a eu plusieurs phases. Les 1ers mois, je dirais post début de Covid, ont été du télétravail subi et on prend encore beaucoup trop cet exemple parce que c'est pas le bon, en fait. On a littéralement subi une situation que personne n'était prêt à subir, dans des conditions, pas forcément, pour ne pas dire pas du tout adaptées, avec des outils qui n'étaient pas les bons, qui n'avaient pas été pensés pour ça encore. Il y avait des débuts de télétravail, mais c'est difficilement comparable à ce qu'on a connu. Donc en fait, on a tous, même si on a apprécié parfois peut-être les premières semaines quand on n'était pas malade évidemment, euh, on a très vite subi la situation, quel que soit le métier, quelle que soit la taille de l'entreprise. On a perdu énormément de communication. Il y a eu plein de défauts. On a vu finalement tous les défauts de manière assez forte. On a vécu tous les défauts du télétravail. Là, on rentre enfin, et objectivement, depuis qu'on a commencé ce métier et qu'on l'observe, moi je trouve que avant septembre, on était encore dans une forme de on tâtait le terrain. Et en fonction des entreprises, des régions, des métiers, des secteurs, chacun tâtait ce terrain un peu différemment. Là, on arrive enfin, je trouve, dans une réflexion un peu moins court-termiste. On réfléchit à ce qu'on va faire dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années en termes de télétravail. Donc la réflexion, je trouve, des entreprises devient beaucoup plus intéressante. Parce qu'avant, il y avait encore une fois une forme de réaction. Mon avis perso là-dessus, je pense que c'est devenu, alors indispensable, je ne sais pas, en tout cas difficile à éviter, objectivement. Les gens s'y sont faits. Ça répond à beaucoup de problématiques. Enfin, tu l'as très bien dit en intro, avant l'immobilier était une fin en soi. Aujourd'hui, c'est un moyen. C'est juste un outil supplémentaire. Dans l'absolu, le bureau n'est pas n'est plus qu'un outil. Je parle évidemment des métiers tertiaires et je parle pas des métiers qui nécessitent de par leur fonction première, une présence permanente dans un espace, évidemment. Mais tous les métiers qui peuvent se faire à distance, on s'est rendu compte quand même de l'extraordinaire et des avantages du télétravail, de pouvoir faire, déjà d'être plus efficace. Il y a eu quand même énormément de gens qui nous ont dit, on est plus efficace chez nous, on n'est pas dérangé toutes les 2 minutes. Euh, on peut faire plein de choses, on peut gérer des petits sujets du quotidien facilement. Et contrairement à ce qu'on a entendu au début, c'est pas une façon de ne pas travailler. Au contraire, on se libère une partie du cerveau quand on doit faire une machine, aller chercher je ne sais qui, qu'on a un colis qui arrive. C'est des petites choses, c'est pas grave, mais on les a en tête. Et ça nous perturbe. Et ça va pas aider à être efficace dans son travail. Là, je suis chez moi, quelqu'un peut sonner, je vais prendre 14 secondes 12 à aller ouvrir la porte, récupérer mon colis, je repars sur mon sujet et je suis extrêmement concentré. Tu vois, donc voilà, le débat, et ce sera de toute façon ma phrase un peu pendant cette heure de discussion, c'est que on peut plus faire de généralité. C'est la grande nouveauté. Avant, on avait un peu le one size fits all pour tous les sujets. Là, c'est terminé parce que on doit prendre en compte les individualités, les métiers, les problématiques de chacun. Celui qui est en chambre de bonne au 6e dans 7 mètres carrés et qui a 1 heure et demie pour aller au bureau, ne vit pas le travail de la même façon que celui qui a 150 mètres carrés et qui met 20 minutes pour aller bosser. Et il faut le prendre en compte. Et je pense que ne pas le prendre en compte est une erreur. Donc, que l'outil télétravail est un outil extraordinaire. Maintenant, il faut l'encadrer. On a parlé du management beaucoup ces derniers temps. C'est très compliqué pour les managers de gérer cette nouveauté, Mmh. soit parce qu'ils n'ont pas les outils, soit parce que euh, on les y aide pas, soit parce que les équipes sont pas prêtes. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Euh, et d'ailleurs, objectivement, c'est aussi pour ça qu'on existe et qu'on a voulu lancer Useful. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de paramètres à prendre en compte que on allait sans doute, on espérait pouvoir aider les boîtes dans cette remise en question, dans cette prise de recul et dans cette nouvelle compréhension de toutes les individualités d'une boîte. Voilà. Mmh. C'est intéressant aussi ce que tu disais sur, les managers. Moi, je rebondis simplement là-dessus, hein. Le télétravail, du coup, il a mis en avant plein de difficultés, pour les managers à gérer leurs équipes. À mon sens, c'est pas que des difficultés d'outils, parfois ça lève des questions de confiance, quoi. Est-ce que mon équipe est réellement soudée? Est-ce qu'il y a une vraie confiance entre ses membres? Est-ce que la vision, elle est claire? Est-ce Bien que les sûr. gens ont leur place et peuvent bosser de manière autonome?
Et pour moi, c'est ces vraies questions-là auxquelles il faut répondre. Et le télétravail peut être un frein, mais ça l'est moins si toutes ces questions sont posées aussi, quoi, hein. Bien sûr. Mais ça oblige à une nouvelle transparence qui n'est pas simple à accepter parce que on découvre aussi avec le télétravail des modes de management qui sont peut-être plus tout à fait d'actualité, un peu subis. Moi, j'oppose souvent la notion de confiance à la notion de contrôle. Euh, le management de contrôle, par définition, est beaucoup plus compliqué à maintenir de façon pérenne avec une distance. Ouais. Et c'est assez logique. Donc, tu vois, ça remet en question plein de choses. Et en même temps, je pense que c'est assez génial parce que ça permet de se reposer plein de questions. Et le monde entier a dû se poser les questions à peu près en même temps pour les mêmes raisons. Et ça, c'est une opportunité. Je mets évidemment la cause de cette opportunité de côté, mais d'un point de vue mode de travail, c'est une chance, objectivement, je pense, parce que on peut rebattre les cartes d'énormément de choses. Et je suis pas sûr que ça arrive à nouveau très vite. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, Ouais, moi, je voulais revenir avec toi sur les piliers, pour améliorer l'environnement de travail dans son entreprise et ouais. comment les mettre en place. Est-ce que tu en aurais, quelques-uns, dans ta besace, Simon? Alors, oui, Mathieu. Euh, des piliers, il y en a plusieurs. Il y a ce que j'appelle les classiques, qui ont évolué évidemment, mais qui restent des grands piliers dont on pouvait déjà évidemment parler avant. Et il y en a deux autres que je mets aujourd'hui en avant beaucoup plus auprès des gens avec qui je discute, qui sont pour moi beaucoup plus importants qu'avant, pour ne pas dire indispensables. Les classiques, ce sont pour moi aujourd'hui les espaces, donc l'ensemble des espaces de travail qu'on propose aux collaborateurs, leur typologie, leur fonction, pourquoi on va constituer et créer cet espace plutôt qu'un autre, et pourquoi on va proposer ça à tel ou tel métier, à tel ou tel secteur. Et j'insiste un peu lourdement là-dessus, mais c'est hyper important aujourd'hui de penser les espaces en fonction des besoins métiers. Un architecte aujourd'hui ne travaille plus de la même façon qu'un comptable, qu'un web développeur, voilà, peu importe le métier, d'ailleurs qu'un consultant, parce qu'il n'a pas les mêmes activités dans une journée, et donc ces espaces sont un outil au service de la réussite de ce métier, donc par définition doivent correspondre à ses besoins. Euh, donc ça c'est le premier, qui est je dirais le plus évident, entre guillemets. Ensuite on a l'organisation. On en parlait tout à l'heure avec le management, l'organisation du travail de l'entreprise, parfois de l'équipe, parfois de l'étage, parfois voilà, fait que euh, on doit la repenser pour des raisons, on en parlait un petit peu en intro, d'hybridation, donc de télétravail, parfois de remote, d'outils. Et donc cette organisation, c'est important de se reposer les bonnes questions en tout cas, pour éviter les travers qu'on a beaucoup vus ces derniers temps. Il y a plein de petites frustrations qui n'existaient pas vraiment sur les retards en réunion ou sur le fait que j'arrive au bureau et j'ai pas de place parce qu'il n'y a pas eu la bonne info. Ou alors sur le fait qu'on fasse beaucoup de réunions parce que c'est un peu la culture de mon équipe, mais en fait, il y en a beaucoup pour lesquels je ressors et je me demande pourquoi j'étais là. Voilà. Ça, c'est de l'organisation, c'est du management très humain. On sort des espaces, mais l'impact un peu caché à l'époque quand on avait juste un bureau et que tout le monde avait ce bureau, il s'est révélé avec l'hybride, avec les nouveaux modes de travail, avec la distance. Et donc, c'est devenu encore plus important d'y faire attention. Euh, le troisième, c'est le numérique, alors qu'on appelle souvent aussi digital. Digital numérique, c'est littéralement tous les outils à disposition des collaborateurs. Et l'outil, ça va de ton ordinateur, évidemment, mais aussi à ton application de réservation d'espace. Parce que quand tu as un taux de flex office dans ton entreprise de 0,5, ça veut dire que tu as un poste de travail pour deux collaborateurs. Et clairement, il faut aussi bien rassurer les collaborateurs sur le fait qu'ils auront une place s'ils souhaitent venir, mais il faut aussi savoir si on peut en avoir une, savoir si on peut réserver une salle de réunion. Il faut fluidifier cette notion digitale, cette notion numérique. Ça va être la caméra dans la salle de réunion, ça va être la facilité avec laquelle on se branche pour faire un Teams avec 4 personnes dans la salle de réunion et puis peut-être 4 personnes en dehors, qui sont dans 4 villes différentes peut-être. Voilà, donc toute cette notion de digital. Alors, il y a aussi d'ailleurs, je le mets un peu de côté, parce que là, on est vraiment sur l'environnement de travail au sens collab, mais il y a le digital aujourd'hui du bâtiment. Euh, et le digital, ça veut dire aussi contrôler ses lumières,
contrôler la chaleur, la température des espaces. Euh, je- il y a même un côté là-dedans, transition écologique, et qui devient de plus en plus fort, parce qu'aujourd'hui, on est capable de maîtriser, déjà de visualiser, de comprendre ce qu'on consomme, pourquoi on le consomme, comment on le consomme, et de faire le nécessaire pour consommer moins, en tout cas consommer mieux. Donc, cette notion numérique, le numérique est devenu, j'ai envie de dire, obligatoire dans les bâtiments. Alors là, c'est sûr, plus la boîte est grande, plus l'impact est fort, évidemment, mais c'est en tout cas un élément très important. Le quatrième pilier classique, je dirais, ce sont les services, qui étaient légers pendant très longtemps. Alors les boîtes de la tech, il y a une bonne dizaine, quinzaine d'années, ont commencé avant les autres. Aujourd'hui, ça devient quasiment, alors un classique pas encore, mais ça devient de plus en plus important. Et les services, alors ils vont dépendre de la taille de l'entreprise évidemment, mais euh, ça va des plus classiques que sont l'accueil, la conciergerie, l'espace café, jusqu'à, alors aujourd'hui il n'y a plus vraiment de limite, hein. Ça peut être le massage, ça peut être le salon de coiffure, ça peut être la salle de sport extraordinaire, ça peut être, euh, il y en a plein, la livraison de colis, tu vois, il y a énormément de possibilités, quasiment infinies d'ailleurs, aussi en fonction de l'ADN. Tout ça, c'est à construire avec les collaborateurs. Si tu mets une salle de sport et que personne n'en fait, il y a un effet waouh qui dure 10 jours. Après, on se rend compte que personne Ouais. n'en fait et tu vois, on dépense de l'argent pour pas grand-chose. Mais le service devient important. À l'inverse, en fait, je ne donne pas la fin des explications parce que dans les deux nouveaux piliers, et tu vas comprendre pourquoi, le premier que j'amène qui me paraît extrêmement important, c'est l'expérience collaborateur. On parlait du UX design sur les sites web. Donc, ça veut dire, est-ce que quand tu vas sur un site web, c'est fluide, tu trouves l'information, ça va vite. Entre le moment où tu arrives sur le site et le moment où tu veux, par exemple, acheter un produit, tu as peu de clics. Tout ça, c'est de la réflexion sur un site web, sur la fluidité de ce site. Et ben, moi, maintenant, je parle d'UX collaborateur. C'est-à-dire que du moment où tu décides d'aller au bureau jusqu'au moment où tu es installé à ton poste, tu as plein de petites étapes et c'est devenu extrêmement important de fluidifier ces étapes et de les réfléchir. L'expérience collaborateur, c'est, je reprends l'exemple de l'appli de tout à l'heure, est-ce que c'est facile de réserver un espace? Ou est-ce que je dois cliquer sur 23 boutons avant de savoir où est Guillaume avec qui je dois travailler ce matin? Je l'ai pas trouvé, je dois lui envoyer un texto, je dois passer par l'intranet de la boîte qui est pas non plus connecté à mon appli. Oh, j'ai déjà perdu 20 minutes, j'ai pas envie d'y aller. J'exagère un peu, mais c'est une somme de petites choses qui font que, et malheureusement quand ça se passe mal, de frustration, qui font qu'à la fin, t'as plus envie. Et c'est ce qui se passe beaucoup, on l'observe énormément, ce phénomène-là. La salle de réunion, il n'y a jamais assez de salle de réunion. Mmh. Je suis dans mon espace de travail, mais je peux pas téléphoner dans le couloir parce que je dérange. Je peux pas téléphoner à mon poste parce que je dérange, mais il n'y a pas de phone box pour que je m'isole. Frustration. J'ai envie de retourner chez moi. Chez moi, je peux téléphoner. Bon, je te donne évidemment quelques exemples classiques, mais c'est pareil sur les services, tu vois. Si je vais au bureau et que j'ai 2 colis à recevoir, si je peux les recevoir au bureau, j'y pense même pas. Je mets l'adresse du bureau, je sais que ça va arriver, je sais que ça va être géré. Extraordinaire. Ça va pas fondamentalement améliorer ma productivité à ce moment-là, mais ça va éviter plein de plein de petites frustrations, tu vois. Donc, ça devient de plus en plus important. Et j'en ai pas parlé encore parce que c'est un sujet, disons connexe, mais l'attraction et la rétention de talent. Moi, je parle de plus en plus avec des DRH, quasiment plus qu'avec des directeurs environnement de travail ou des directeurs financiers, parce que c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, le bâtiment, les espaces proposés deviennent une forme un outil qui permet d'attirer ou de conserver les talents. C'est évidemment pas le seul. Et c'est très souvent lié à la flexibilité que tu apportes au travail de tes collaborateurs. Donc, à nouveau, télétravail et flex office. Mais ce sont des éléments qui deviennent essentiels. Euh, voilà. Et donc ça, l'expérience collaborateur, alors c'est pareil, je pourrais faire une dissertation dessus, on en reparlera, mais cette expérience-là, elle est hyper importante. Et elle se déroule, elle se repère, elle se crée dans plein de petits moments. Et enfin, et je vais pas dire que c'est la plus importante, mais disons, c'est celle que je trouve aujourd'hui les entreprises ne prennent pas assez en compte. Et je me bats un peu, entre guillemets, avec les clients et j'ai du mal à faire comprendre ça, c'est l'accompagnement des collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, on a vécu en 2 ans et demi, 3 ans, énormément de changements, énormément de transformations, plus ou moins faciles. Et il ne faut pas oublier que nous, derrière nos bureaux, quand on réfléchit à une transformation de boîte avec le top management, avec la communication, avec la direction financière, avec les DRH, on a des super idées, on a des super projets. Le prisme du collaborateur,
Et je le comprends à 1000%. C'est qu'on va lui retirer son bureau individuel. C'est que il va falloir une étape de plus pour venir travailler le matin, parce qu'avant j'avais mon bureau avec mes photos, avec mes affaires. Maintenant j'ai un casier, je sais plus où les ranger, je dois bouger mon ordi, je dois nettoyer mon bureau tous les jours. Il le voit comme quelque chose de désagréable, et je le comprends. Sauf que, et c'est là où il faut prendre le temps avec les collaborateurs d'expliquer pourquoi on propose le projet qu'on propose, et c'est rarement pour les embêter, pour ne pas dire que ça n'est jamais le cas évidemment. C'est parfois des mois, des années de réflexion et de travail, un projet de transformation. Ça coûte de l'argent, donc ça, c'est pas amusant pour une entreprise de tout recommencer. Si elle le fait, c'est qu'elle est intimement persuadée que ça va aider les collaborateurs, ça va aider l'entreprise sur plein de sujets. Tu vois. Et donc le but, c'est Mmh. de cet accompagnement, il est devenu très important parce que moi, je rencontre énormément de collaborateurs qui me disent: ah non, mais moi, voilà, on m'a supprimé mon bureau, ils veulent plus que je travaille, parce qu'ils ne se mettent pas à la place de l'entreprise. Mais c'est normal, c'est pas leur boulot. Eux, ils sont là pour travailler, ils sont là pour avancer, et ils n'ont pas à se poser les questions qu'un top management doit se poser. À l'inverse, c'est très important pour le top management d'accompagner ses collaborateurs dans la compréhension des nouveaux modes de travail, des nouveaux environnements de travail. Et je prends souvent cet exemple-là pour l'illustrer. Que tu sois très bon cuisinier ou que tu te fasses des œufs au plat de temps en temps, si demain je te fais la meilleure cuisine de l'univers et que je ne t'explique pas pourquoi je te propose ça et comment on s'en sert, t'es un humain normal, tu ne t'en serviras pas. Mmh. Tu utiliseras les deux plaques que tu connaissais déjà et la poêle, et c'est tout. Alors, j'arrête avec l'analogie, mais tu vois ce que je veux dire. Yes. C'est hyper important d'accompagner les gens dans le pourquoi, dans le comment, et puis dans le comment ça fonctionne. C'est aussi bête que ça. Voilà, donc voilà pour les 6 piliers, C'est de hyper manière un clair. peu large. Non, c'est super clair. Merci beaucoup, pour, les 6 piliers, Simon. Du coup, moi, j'ai noté les classiques, avec, les espaces, l'organisation de travail, le numérique, enfin les outils digitaux, les services et les 2 nouveaux piliers, expérience collaborateur et accompagnement collaborateur. Et du coup, pour chacun de ces piliers-là, je sais que pour chaque entreprise, c'est différent. Mais, Ouais. tu as quand même listé un certain nombre d'enjeux sous ces piliers Mmh. et pour chacun de ces piliers, quel est, est-ce que tu pourrais donner à travers peut-être un exemple ou pas d'ailleurs, juste des best practices, en gros ce qu'il faut faire, tu vois? Ce qu'il faut faire et ou surtout ce qu'il faut pas faire, tu vois? Quelques petits, quick wins, des choses que tu vois souvent, pour aider quelqu'un qui voudrait, les considérer ces piliers et se dire: «Tiens, qu'est-ce que je regarde là pour les espaces? Qu'est-ce qu'il va falloir que je regarde pour mon entreprise? Organisation de travail. Est-ce que je suis dans le vert? Est-ce que je suis dans l'orange? Est-ce que je suis dans le rouge?» tu vois? Bien sûr. Alors, je vais essayer de pas faire de généralité, et en même temps de répondre à la question. Hem, Côté espace, pour moi, la chose à ne pas faire, c'est en tout cas, si tu es dans une dynamique de repenser tes espaces ou de les retravailler en fonction des codes de tes nouveaux collaborateurs et des métiers qui arrivent, et du télétravail, etc., etc., ne pas faire d'espace préfet en 2 mots, pardon, qui conviennent pas au métier. En tout cas, essayer de prendre, sans partir dans le cliché des 18 espaces différents, avec la salle créa, avec le baby-foot, avec les poufs partout. Je fais exprès de provoquer ici, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a par exemple une mode un peu du baby-foot. Bon, ça va pas faire la différence. C'est pas ce qu'on conseille à nos clients. C'est pas pour ça qu'on existe. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Euh, il faut que les gens se sentent bien. Il faut que les espaces correspondent à l'ADN de l'entreprise. C'est hyper important. Et c'est très lié d'ailleurs à la culture d'entreprise, qui est un autre sujet. Je peux pas rentrer là-dedans maintenant, mais qui est devenue encore plus importante qu'avant, je trouve. Euh, mais c'est déjà de créer des espaces qui correspondent aux besoins métiers, donc d'essayer de réfléchir un petit peu aux activités de chaque métier, chaque département, chaque service, et de se dire, OK, finalement, est-ce que euh, tu vois, s'il faut commencer quelque part, des choses toutes bêtes, c'est de se dire, par exemple, est-ce qu'on a assez de salles de réunion? Ou est-ce qu'on se rend compte que les gens râlent toujours parce que ils ne savent pas où se réunir? Que ce soit d'ailleurs de manière formelle ou informelle. Est-ce que on peut téléphoner sans avoir à gêner 3 ou 4 personnes? Tu vois, ça c'est des choses normalement qu'on repère assez vite. Et si on demande à ses collaborateurs, euh, ça se remarque assez vite. Globalement d'ailleurs pour l'ensemble, j'ai envie de dire, ça paraît évident, mais c'est quand même la somme des collaborateurs qui crée l'entreprise, pas l'inverse.
Ce sont eux qui créent le chiffre d'affaires, ce sont eux qui créent la culture, ce sont eux qui créent l'ambiance. C'est évidemment impulsé par des managers, par un top management, évidemment, et c'est un ensemble. Mais on n'est plus dans un rapport de force comme ça l'était auparavant, et quel que soit ce que tu souhaites mettre en place, à mon avis, la première étape, c'est d'interroger, c'est de comprendre, c'est de discuter. Cette notion de communication-là, elle est hyper importante. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire un carnet de doléances, parce que le top management a aussi un prisme avec un peu plus de recul que le collaborateur qui pense à lui avant de penser à l'entreprise. Donc il faut trouver un juste milieu. Mais c'est important d'écouter ce qui se passe, parce qu'en général d'ailleurs, le collaborateur vit un peu plus l'entreprise que le head-off ou que le CEO qui est peut-être même pas là ou qui a un bureau, lui, qui est un peu différent. Tu vois, voilà. Donc, penser des espaces en fonction des besoins, éviter des choses trop standardisées, trop préfaites. Et après, en termes d'outils, c'est plus difficile de répondre parce que ça dépend Mmh. évidemment de plein de facteurs. Mais Non, bien je sûr. dirais. Après, il y a certainement un peu de bon sens, ouais. Moi, j'ai déjà été dans des open space où, bah, c'est bête, mais il y avait, ils avaient pas prévu, tout ce qui est sonore. Donc en fait, comme il y avait rien qui absorbait le son, pas de moquette ou pas de parfois, je sais qu'il y a des je sais pas comment ça s'appelle, des plaques qui absorbent le son au Les plafond. panneaux En fait, acoustiques, ça ouais. fait voilà et ça fait toute la différence. J'ai déjà été dans des open space bien faits et des open space mal faits. C'est le jour et la nuit. Il y en a où tu peux bosser, quelqu'un passe à côté, tu l'entends pas. D'autres, la moindre porte qui claque, c'est l'enfer, quoi. Donc j'imagine qu'il y a des choses très techniques derrière, mais effectivement, rien que sur le bruit déjà se poser la question, Ah non, mais t'as raison. L'acoustique est l'un des sujets qui nous est le plus remonté, surtout depuis la fameuse vague retour au bureau. ouais, C'est devenu parce qu'il y a plus de monde dans des mêmes espaces, parce que les gens travaillent différemment. Et l'acoustique est un vrai problème aujourd'hui, soit parce qu'il n'a pas été traité, soit parce que les modes de travail ont évolué, et donc bah, il faut aussi réadapter l'intelligence acoustique à tout ça. Et ça se traite en effet très bien de mille façons. Tu parlais de la moquette et des panneaux qui sont des grands classiques. La moquette, l'avantage étant que c'est une surface tellement grande qu'elle absorbe une grande quantité, mais tu as aussi du mobilier acoustique. Et puis, tu as encore une fois des espaces qui permettent aux gens de s'isoler et donc, par définition, de faire moins de bruit en étant dans ces espaces-là qu'en restant dans ouais les espaces, tu vois, principaux. et justement, bah, ça on bascule presque sur d'autres piliers déjà, Ouais, sur l'organisation du travail, même si j'entends que tout est lié. Est-ce que, ouais. là tu as parlé de l'enjeu de l'hybridation. Mhm. Est-ce que tu vois des gros écueils, des trucs qui sont mal faits ou au contraire, comment aborder le sujet, tu vois? Alors, c'est peut-être le seul pilier où je ne vais pas pouvoir te dire ce qui est bien, mais je vais pouvoir te donner ma conviction, mais c'est personnel. Et Ouais. j'insiste là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est mon vécu personnel, c'est ce que j'ai vu dans les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai visité. Ça n'est pas forcément la bonne réponse. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas. Euh, sur ce qui n'a pas fonctionné en général, c'est le fait d'imposer. Le fait d'imposer une politique de télétravail, entre guillemets, pour cocher la case on fait du télétravail chez nous, alors a des avantages certains dont on parlait tout à l'heure. L'inconvénient, c'est que ben, si c'est 2 jours de télétravail par semaine, par exemple, ce qui est beaucoup le cas, c'est très très souvent entre 2 et 3 jours, euh, ben, c'est un peu comme ce que je te disais avec les espaces entre le comptable et l'architecte. Si on est 1000 dans l'entreprise, ou 500, peu importe, et que on impose la même politique de télétravail à tout le monde, ben, de base, ça n'a, à moins d'avoir vraiment une entreprise où 95% des collaborateurs font le même métier, mais, mais la direction financière et les commerciaux ne travaillent pas de la même façon. Parce qu'il y en a un qui va aller en rendez-vous, parce qu'il est au téléphone 70% de son temps, parce que son métier c'est d'aller vendre, quand l'équipe financière ben, passe peut-être 2 à 3 jours par semaine sur Excel, est très peu au téléphone, a besoin d'interaction projet avec ses collaborateurs que n'aura pas le commerciaux qui est plutôt solitaire. Donc, de base, proposer une politique unique à l'ensemble des collaborateurs, je comprends, il y a une question d'équité. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que c'est fait, c'est pour dire, bah voilà, on propose la même chose à tout le monde pour que les gens ne se sentent pas lésés. Mmh. Mais à l'inverse, bah ça crée finalement des différences de traitement parce que les gens se sentent soit punis, entre guillemets, soit pas assez libres, pas assez autonomes,
Ça, c'est le premier travers. Le deuxième, dans le flex et télétravail. Alors, le flex, c'est le manque d'accompagnement. Il n'y a pas de secret. Alors là-dessus, mettre en place une politique de flex à 0,8, à 0,7, à 0,5. Je le fais en ce moment à 0,5 avec un client. Et pour être tout à fait honnête, je suis hyper serein sur le fait que ça se passe bien. Mais je suis hyper serein parce que je sais qu'on va les accompagner. Je sais qu'on va leur dire en plusieurs semaines, en plusieurs mois, pourquoi on fait ça, comment ça va se passer, comment faire pour que ça se passe bien pour eux. S'ils ont un problème, comment le dire rapidement. Voilà, donc hyper important d'encadrer les gens, tu vois, de les aider à comprendre, de les aider, de les accompagner dans la découverte de cette nouveauté. Euh, Et je J'avais. reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure, sur le enfin, c'est très vrai, hein, dans l'organisation du travail, moi, j'ai connu la politique où 2 jours de télétravail autorisés ou 2 jours max ou 3 jours max. Mhm. Heu, J'étais dans une entreprise, précédemment qui s'appelle Iconoclast on était, 15-20 Ouais, et déjà ça posait souci. C'était même pas 500. Déjà à 15-20 ça posait souci parce que, nous pour parler très concrètement, il y avait, une équipe qui était plutôt, c'était une forme Iconoclast, fait de la formation. Donc il y a une équipe qui d'accord. était en train de former des gens et qui devait être très, très présente. En fait, c'est une école, donc il faut être là. Et après, il y avait d'autres équipes, moi j'en faisais partie, qui n'étaient pas en train de former des gens, qui étaient en train de gérer la croissance, le business, etc. Et déjà, rien que dans une petite boîte comme ça, deux équipes, deux dynamiques différentes, est très compliqué à gérer parce que, Ouais, effectivement, moi et mon équipe, on avait plus besoin d'être des geeks devant l'ordi à gérer des campagnes de com, etc. Et il y a une équipe qui, de toute manière, doit être présente pour former des gens en physique. Et donc, cette question de l'équité, franchement, j'ai pas très humblement, hein, il n'y a aucune critique, j'ai pas non plus la solution, mais cette question de l'équité, je sais, venait nous chatouiller, en fait, venait nous bien sûr. empêcher de déterminer une politique qui allait s'adapter au métier de chacun. Et du coup, on se retrouvait avec un espèce de dénominateur commun qui convenait à personne. Moi, en gros, moi, mon équipe, on n'avait pas forcément assez de télétravail et par rapport au métier. Et les autres, ils pouvaient pas en faire 2 ou 3 jours parce qu'ils devaient être là. Et donc voilà, c'était c'est hyper compliqué à gérer, même pour des petites équipes. Non, mais ça, c'est certain, c'est hyper compliqué. Mais tu vois, sur une petite équipe, moi, si je devais, à chaud, en tout cas, donner un conseil, je pense que je ferais une table ronde, je ferais une discussion. Parce que pour le coup, vous êtes assez grand, entre guillemets, pour comprendre les tenants et aboutissants de pourquoi on propose ce qu'on propose, comment on le propose. Et tu vois, cette notion d'équité, tu l'avais bien comprise. Donc, par définition, euh, ben, ça peut très bien, c'est parfois mettre le collaborateur devant le fait accompli peut être une façon, en tout cas, de faire comprendre ce qui se passe. Tu vois, si on vous avait tous réunis, qu'on vous avait dit bon bah voilà ce qu'on propose, voilà pourquoi on le fait. Si vous avez une meilleure solution, on en discute. Mais il faut que vous soyez tous sereins dans votre façon d'exercer, dans votre façon. Et ça, mais c'est un travail, encore une fois, hein, c'est une forme d'accompagnement, finalement. Euh, et je repense à un truc, alors là, c'est mon avis personnel, mais à chaque fois que je le vois, j'entends beaucoup plus de critiques que de points positifs, disons. C'est comment dire, je dirais l'ascenseur émotif dans l'annonce. C'est-à-dire, euh, tu proposes une politique de télétravail que les gens attendent, ils sont hyper contents, mais t'as pas le droit de télétravailler le lundi et le vendredi. Ah. Ça, pour moi, ça envoie vraiment le signal de on vous fait confiance, mais pas tant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et je trouve ça assez contre-productif parce que, par définition, le télétravail est basé sur la confiance. Tu peux pas penser que quelqu'un va être 3 jours chez lui par semaine euh, et, 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 et devoir vérifier tout le temps ce qu'il fait. Ou c'est assez contre-intuitif. D'ailleurs, ça va dans dans la série Petites choses que moi je déconseille, c'est le message à 9 heures et à 19 heures pour vérifier que la personne soit en train de travailler. Ouais, Euh, bien sûr. j'ai des proches qui le vivent là en ce moment et qui m'en ont parlé pas plus tard qu'il y a quelques jours. C'est très désagréable parce qu'ils se sentent déjà fliqués et ce sont quand même des bac plus 5 cadres qui bossent depuis 5 10 ans et qui font leur métier. Enfin, tu vois, il y a une forme d'infantilisation quelque part qui frustre énormément. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais je le ressens chez les gens avec qui j'en discute. Euh, et ça, tu vois, pour moi, c'est une fausse bonne idée, entre guillemets. On a envie de donner une liberté, mais en fait, on n'est pas prêt nous-mêmes, donc on la cadre. Ouais. Et voilà. Alors après, encore une fois, pas de généralité. Il y a des équipes plus faciles à gérer que d'autres. Il y a des métiers plus compliqués, évidemment. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour aller
dans l'individualité pour étudier chaque entreprise. Mais Mmh. de façon générale, ce sont des constats que j'ai qui fonctionnent peu. OK, OK merci beaucoup. En tout cas, moi, ça fait écho, hein. J'ai connu tout ça. Le flicage, Ok. c'est jamais annoncé comme flicage, hein, Non, bien sûr, bien sûr. mais en fait, si, c'est c'est toujours annoncé sous le prisme de l'équité ou de la on va avancer ensemble et cetera. Mais non, en fait, ouais, il faut le petit point vert à 9 heures du mat et à 19 heures pour voir que tout le monde, est là, présent, prêt à répondre. Mais bon, là, on peut rentrer dans des longs débats. En tout cas, ça fait tout à fait Bien sûr. écho, ça fait même plaisir que tu le dises parce que je pense que c'est des habitudes qui sont Oui, assez répandues. ce sont des oui et puis qui viennent du monde d'avant. Après, si je dois me faire l'avocat, inverse, c'est pas facile pour une entreprise, pour un manager, pour un directeur, de passer de 5 jours sur 5 avec des équipes qu'on voit, même si on se dit: «Ah, il est pas là, il est là, il est à côté», elles sont là, on le sait, on l'a toujours su. On est passé de ça à plus personne n'est là, on ne sait pas quand, machin est présent ou pas présent, on ne sait plus ce qu'il a fait de la même façon, la communication n'est plus aussi fluide. Donc moins il y a de communication, plus les gens se stressent finalement sur est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce que le travail a été fait, il m'a pas dit ça, du coup est-ce que ça veut dire que c'est pas fait. Donc c'est pas évident non plus. S'il faut mmh, se mettre de l'autre côté, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande une prise de recul, et c'est facile pour personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le grand méchant employeur et le collaborateur qui subit. Ce serait bien plus facile, hein, mais c'est pas comme ça. Il y a souvent, la plupart des gens que je rencontre sont de sincèrement très bonne volonté, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreur. Et il faut aussi leur laisser cette marge de manœuvre. Et c'est pour ça que le grand mot que j'utilise beaucoup et qui est tout bête aussi, c'est de la communication. Faut dire ouais. les choses. Faut dire les choses à son N+1, à son N+2 et inversement à son collaborateur. Et sincèrement, je pense que la transparence et la communication résolvent énormément de problèmes. Et c'est sûr que la meilleure manière de ne pas se planter, c'est de rien faire, hein. Ah ça, c'est clair. On est d'accord. Ouais, On a parlé justement un peu des petits en parlant du flicage, du message et tout, on commençait à parler d'outils. Sur le pilier outils, sur le pilier ouais, numérique, est-ce ouais. que c'est pareil? Est-ce que tu as des best practices ou des outils qui fonctionnent bien ou des retours d'utilisation de ces outils? Qu'est-ce qui est selon enfin, qu'est-ce que rencontrent globalement comme sur les outils comme challenge, les clients que tu accompagnes? Alors, les outils qu'on étudie beaucoup avec nos clients, ce sont les applis de réservation d'espace. OK. Euh, Quand je dis d'espace, c'est même de ressources. Donc ça peut être un poste de travail, ça peut être une zone, ça peut être une salle de réunion, ça peut être un parking, euh, ça peut être parfois une place dans la cafette, ça peut être parfois une photocopieuse, une forme de ressource. Bon. Ça, c'est un outil qui était énormément d'outils comme ça se sont créés très très vite post-début Covid pour répondre à un besoin, alors déjà RGPD, des entreprises qui avaient besoin de savoir et de déclarer qui était là ou pas là en fonction des problématiques Covid. Hein, c'était très compliqué à gérer pour les boîtes. Euh, et aujourd'hui, qui sert finalement, d'un côté à rassurer le collaborateur, de l'autre à gérer les nouveaux taux de flex office qu'on met en place et d'éviter que on ait finalement trop de gens le mardi matin et que Michel, qui soit arrivé le dernier, ne puisse pas s'asseoir. Ce qui est très frustrant. Et on revient au parcours collaborateur. Euh, donc ces outils-là, on les bosse beaucoup. Et aussi bien parce que ma posture est d'être neutre que parce que je le pense sincèrement, euh, je ne vais pas proposer les mêmes outils non plus à deux clients différents. Parce qu'il y en a qui sont très fluides sur certains sujets, d'autres qui sont un peu plus dans le contrôle que dans la confiance, d'autres qui vont proposer des features, enfin Oui, des des, fonctionnalités, des des fonctionnalités pour lesquelles la boîte n'est pas prête. Une agence digitale ne va pas avoir les mêmes besoins d'interaction, de fluidité, de messages que une boîte industrielle. Et c'est normal. Et voilà, donc de la même façon, l'outil, moi en général, j'essaye d'en sélectionner deux ou trois que je propose, et ces deux ou trois viennent évidemment se présenter, et ensuite c'est à eux de se vendre. Enfin, je veux dire, moi mmh. je ne suis que conseil intermédiaire. Mon but n'est pas de vendre quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Euh, Après, moi j'ai mes convictions perso, mais je ne les partage pas. Euh, je peux donner mon avis en fonction d'une problématique, tu vois. Mais ça, c'est des outils qui aujourd'hui servent beaucoup. Euh, et après, j'ai même envie de revenir aux bases, pour être franc. Euh, Quand tu arrives dans une salle de réunion et qu'il te faut 4 minutes pour comprendre comment tu te connectes, c'est déjà terminé, c'est raté. Mon ancien boss parlait de la règle des 15 secondes. J'adore cette formule.
Si tu mets plus de 15 secondes à te connecter, c'est que le travail n'est pas bien fait. Si tu ne comprends pas comment fonctionne ta salle de réunion, c'est que c'est raté. Si tu as 4 salles de réunion avec ces 4 systèmes de connectique différents, c'est raté. S'il te faut trois adaptateurs pour ton ordi parce que chacun a un ordi différent et qu'il y en a un qui a un Mac et que l'autre c'est un USB-C, non, ça marche pas. Mmh. Il faut de la fluidité. Et je reviens à nouveau, et je le fais exprès, à l'expérience collaborateur. Si à chaque fois que tu fais une réunion en hybride ou avec un client, parce qu'en plus tu passes pour une truffe, quand tu as rendez-vous à 15h, que tu arrives à 15h02 et qu'à 15h07, tu toujours pas connecté et qu'il t'entend pas, bah tu passes pour une truffe. Et c'est vrai, non mais tu vois, et donc c'est hyper important, ça paraît tout bête, mais c'est une succession de petites choses. Et pourquoi je te disais au tout début que tous ces sujets sont hyper imbriqués. Si à chaque fois en moyenne tu as 5 à 7 minutes de réunion, de retard en réunion, et que tu enchaînes tes réunions, bah tu es en retard tout le temps. Donc en termes de management et d'organisation, ça complique un peu aussi bien ta journée que celle des autres, parce que tu libères la salle de réunion en retard, donc tu décales tout le monde. Enfin, c'est un dominant, tu vois. Et c'est hyper important de penser à ces petites choses, déjà parce que les détails font la différence, et ensuite parce que c'est cette imbrication de sujets, et c'est mon métier finalement, c'est de prendre du recul sur plein de choses différentes, qui ne sont d'ailleurs pas souvent traitées par les mêmes personnes, et d'en faire une seule et même ligne conductrice fluide. La fluidité est vraiment hyper importante. Et du Mmh. coup, ben déjà juste avoir une connectique efficace. Avoir des salles où on sait pourquoi on y va. Est-ce qu'il y a un écran? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que le son est bien fait? Est-ce qu'il n'y a pas de son? Euh, voilà, c'est des choses très simples. Enfin, très simples. En tout cas, dit comme ça, c'est facile. Après, quand tu as 3000 mètres carrés de bureau, il faut s'organiser. Hein. Je dis pas que... Ouais. voilà. Mais c'est un travail. Mais c'est important de penser à ça parce que l'homogénéité, la facilité d'utilisation libère les gens. Et ça les frustre en plus. De la même façon, quand tu as fait 4 réunions dans 4 salles et qu'à chaque fois tu démarres à 12, à la cinquième, tu es chez toi pour la faire. Parce que Ouais. tu sais que tu vas démarrer à l'heure. Tu vois. Voilà, Ouais, ouais. je pourrais dérouler, hein, évidemment, je te donne Non, mais très clair. Non, mais très clair. J'ai bien conscience que mes questions sont pas faciles parce qu'on on balaye les piliers Ouais, et on part de la généralité et on va jusqu'à des cas très précis. Et voilà, par nature, de toute manière, chaque entreprise est différente. Donc, bien donc, sûr. donc voilà, l'idée, c'est déjà, c'est super. Là, tu m'ouvres les chakras sur plein de choses auxquelles j'avais pas pensé pour chacun de ces piliers. Et en fait, en balayant les piliers classiques, je me rends compte on fait des allers-retours sur les deux nouveaux piliers que tu nous avais présentés, expérience Oui, collaborateur et accompagnement des exactement. collaborateurs. Ils sont tous imbriqués. Si on s'arrête sur le dernier pilier classique, les Ouais, services, euh, ouais. moi, j'ai jamais été dans des. Si, j'ai été chez Unilever où il y avait une salle de sport. Mais après, ouais, au niveau des services, ouais, je sais pas, j'ai été dans des grosses boîtes et dans des startups, mais jamais dans des trucs avec des services de ouf non plus. Je voulais juste savoir aujourd'hui, dans une PME, qu'est-ce que c'est la norme qui est demandée? C'est quoi les services qui sont vraiment demandés par les collaborateurs, le service minimum, quoi? Alors, en fait, je dirais que t'as deux catégories de services. Tu as ce qu'on appelle un peu les impondérables et tu as tout le reste. Ok. Si je dois, tu vois, un peu séparer. Les services qui pour nous n'en sont plus, et c'est rigolo parce que tu parles déjà de la salle de sport, mais avoir du café Ouais. au bureau, c'est un service aujourd'hui. Alors, il peut être gratuit, il peut être payant, il peut être plus ou moins bon. J'ai vraiment tout testé de ce côté-là, mais euh, tu vois, c'est déjà un service. Alors pour nous, en plus français, c'est une évidence, hein, mais c'est un service. Et si demain, tu as le meilleur café, tu as un prestat qui fait que ça, que tu as pris avec ton kilo de café, avec du grain qui est moulu sur place, j'exagère exprès, j'aime bien le café en plus, mais tu vois, tu as des machines comme ça aujourd'hui, où tu Ouais. rajoutes le grain directement, le truc est impeccable, l'eau a été filtrée, c'est un prestat qui fait que ça, donc c'est le métier, et ben tu as un café de qualité. Si tu as le distributeur automatique des années 90, je suis désolé pour les vendeurs de distributeurs, mais ça c'est non. En termes de café, c'est de l'eau et de la poudre, c'est pas possible. Et ça, c'est une différence de service, tu vois déjà. Ouais. Que le café soit gratuit ou que le café soit à 40 centimes, c'est une différence de service aujourd'hui. Donc, et c'est ça que j'appelle un peu les impondérables. Enfin, j'ai pris un mot valise, mais euh, euh, il y a ces typologies de services-là, et d'une certaine façon, alors c'est plutôt lié aux espaces de coworking que aux entreprises, mais le Wi-Fi, c'est un exemple intéressant. Avant le Wi-Fi, on arrivait dans un espace, il n'y a pas si longtemps, si tu y réfléchis. On arrivait dans un espace et on demandait à la personne responsable s'il y avait du Wi-Fi. Ouais. Aujourd'hui, dans un espace, quand il n'y en a pas,
c'est nul. C'est devenu une évidence. Le Mmh. Wi-Fi est une obligation. Alors, dans les entreprises, d'abord, tu as une très bonne connexion normalement, et puis ensuite, tu as du RJ45, enfin, tu as une connexion câble qui te permet d'évidemment de travailler de manière efficace. Mais tu vois, ces paradigmes-là évoluent aussi. Et donc, le café est un impondérable en particulier dans le cœur des Français. Et après, dans les services, t'as pas vraiment de limite. La conciergerie est un grand classique qui aide les gens beaucoup parce que tu peux recevoir des lettres, des colis, et tu peux parfois envoyer des colis. Et ça, Ouais. sincèrement, ça facilite la vie de plein de gens. Parce que, encore une fois, moi, je suis dans le 10e, j'habite à un quart d'heure de mon bureau. Au pire, je repasse à la maison, je viens entre midi et deux, je m'arrange pour avoir un jour, je me débrouille. C'est Paris, en plus, c'est flexible. Quand tu habites à 1 heure et demie, que tu as 1 heure et demie de RER pour arriver au bureau, bah, t'es jamais chez toi, hein, pour recevoir le colis. T'as pas le temps d'aller à la poste parce qu'elle est fermée avant que tu finisses le boulot. Donc, mine de rien, ça t'apaise. Donc la conciergerie, colis, envoi réception de colis, parfois le pressing. Alors ça, on le voit régulièrement, le pressing. Souvent dans les métiers de service, chemise, c'est idiot, mais tu vois, tailleur chemise, ben ça aide les collabs de pas forcément avoir à repasser le matin s'ils n'ont pas envie, ou de devoir aller au pressing qui est pas à côté, etc. Tu vois. Ça, Ouais. ce sont Cabinet de conseil, les gros cabinets de conseil, il y a un pressing. ouais, Coiffeur bah et oui, pressing. Je me souviens, j'avais fait un stage chez ouais, PwC Consulting. Il y avait coiffeur, pressing en bas. Tu pouvais bah te voilà. refaire une petite beauté en 2 en 3 mouvements. Bah, tu vois, non, mais j'ai visité ce matin le siège social de chez Bic, euh, et ils ont une proposition de coiffure, tu vois. Donc, tu as un coiffeur qui est là avec plein de prestats, avec des prix hyper abordables, Ouais. et c'est pareil, c'est apprécié. Alors, il est pas là, en général, il est pas là de 9 heures à 19 heures, tu vois, il va être là sur des créneaux de 3 heures par jour, par exemple. Mais déjà, c'est une proposition de service, ok? Ouais. La Ouais. salle de sport est un classique, et ce qui est rigolo avec la salle de sport, c'est que selon les boîtes, et j'ai pas de règles, pour être honnête, j'arrive pas à avoir de pattern. Soit la salle de sport est hyper utilisée, et c'est génial. Soit il y a une demande forte, j'ai presque envie de dire par principe, mais une fois qu'elle est là, personne n'y va. Ah! Alors, est-ce que c'est parce qu'en interne, finalement, elle n'est pas assez accessible? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas de cours, donc les gens n'y vont pas de même? Est-ce que, en fait, c'est mal vu, finalement, par les managers quand Eh tu te oui. prends 1 heure? Tu vois, il y a plein de choses. Et là, je reviens au management et je reviens au mode d'organisation. Et voilà. Donc, c'est encore difficile de repérer une logique permanente sur cette typologie de service. Je sais que moi, en tout cas, les gens qui bénéficient d'une salle de sport aujourd'hui dans les moyennes et grosses boîtes en sont en général contents parce que ça leur permet de faire, même si c'est une demi-heure, 40 minutes, ce qu'ils ne feraient peut-être pas en rentrant chez eux à 19h30 ou 20h post-transport, tu vois. Donc, Mmh. euh, ça plaît. Les cours, tout ce qui est intervention, quelqu'un qui vient faire 1 heure de pilates, de yoga, de cardio, eh ben ça plaît encore plus, ça engage les gens. Il y a un côté engageant, tu t'inscris, il faut le prévoir avant. Tu vois, c'est idiot, mais et puis en plus, on en a très peu parlé dans cet épisode, alors que c'est hyper important, et pardon, l'informel. S'il y a quelque chose qu'on a perdu depuis 2 ans, c'est l'informel. Et moi, j'avoue, j'y avais pas pensé au début. Et toutes les boîtes nous disaient, mais il y a plus les discussions de couloir, on les a plus. Et du coup, on perd énormément d'informations. Et j'avais pas relevé l'importance de cette quantité d'informations. Et ben c'est idiot, mais quand tu organises un cours de yoga, tu retrouves ton copain, ta copine, que tu n'as peut-être pas le temps de voir. Et tu discutes. Et même si c'est pas de l'informel métier, que c'est de l'informel perso, c'est aussi important. C'est de la cohésion d'équipe, c'est de la cohésion d'entreprise. C'est pour ça que tu vas au bureau. Moi aujourd'hui, ma copine, elle va au bureau le jeudi, parfois exprès, et elle prendra pas sa journée de télétravail le jeudi parce qu'elle a le cours de sport du midi. Elle a pas envie de le rater. Voilà, tu vois, Ouais. c'est vraiment, c'est hyper important. Et c'est pour ça, désolé, je vais un peu dans tous les sens parce que tout est lié en fait. Et, Ouais. et voilà, c'est important de comprendre ça. Et après, tu as les outils je reviens sur numérique. Euh, tu as des applis aujourd'hui un peu opérateurs qui te permettent de faire plein de choses. Alors, au-delà de la réservation d'espace, ça te permet de dire s'il y a un incident. Tu as un mur d'actualité, un peu à la Facebook, où tu peux savoir, est-ce que c'est l'anniversaire de machin, est-ce qu'il y a un after work ce soir à la cafette. Tout ça, ça crée du lien aussi, tu vois. Ouais. Et c'est une forme de service qui peut être appréciée, mais toujours pareil. Si c'est pas accompagné, si c'est pas expliqué, les gens ne s'en servent pas. Il n'y a pas de Mmh. secret. Tu peux mettre le meilleur outil du monde en place. Je prends souvent ça avec l'exemple de l'immobilier, pour comparer ça à un site web, tu vois, parce que un ami m'a dit l'autre fois, mais ton site web il est super, pourquoi il n'y a pas plus de visibilité? Et je répondais, je peux construire un hôtel 6 étoiles dans la Creuse, bon, personne passera devant. Si je ne communique pas Ouais. dessus, si je fais pas un travail d'explication, si je crée pas une route devant, les gens ne viendront pas.
Je faisais ça pour l'analogie du site web, mais c'est pareil pour le service. Tu mets en place la meilleure appli du monde si t'es pas obligé de t'en servir pour des raisons X ou Y. Et si je ne t'explique pas comment le faire, tu ne le feras pas. Il y a pas de secret. Et c'est basique. C'est du bon sens. Mais parfois, c'est important de le rappeler. Ouais, non, mais gros enjeu d'adoption. Oui, Simon, merci beaucoup. Depuis presque 1 heure maintenant, tu nous as donné énormément d'éléments. avec plaisir. Je sens que c'est le moment que je fasse mon petit récap, le fameux Vas-y, récap de maths, bien sûr, bien sûr. pour vérifier si j'ai bien compris et peut-être permettre aussi aux auditeurs d'avoir droit à nouveau à ce petit balayage. Donc, Bien parmi sûr. les piliers que tu nous as présentés pour améliorer l'environnement de travail dans son entreprise, en tout cas les piliers à considérer, pour une entreprise principalement tertiaire, donc qui a la possibilité aussi de faire bosser les gens à plusieurs endroits, possibilité de télétravail notamment. Ouais. Il y a 4 piliers classiques. Le premier, c'est vraiment les espaces et là, il y a un enjeu métier, il doit s'adapter à la performance, il doit être au service de la performance métier. Donc pour ce pilier-là, les espaces, il faut vraiment partir des activités de chaque métier, hem, pour designer l'espace. Voilà. Est-ce que j'ai assez de salles de réunion? Et donc il faut interroger les gens avant de designer un espace préfet, sinon ça va pas fonctionner. Il y a un 2e pilier classique, c'est l'organisation du travail. Là, on a vraiment un enjeu d'hybridation, puisqu'il y a de plus en plus de télétravail, travail à distance, de remote, et cetera. Ce qui ne va pas fonctionner, là, tu nous as dit ce qui ne fonctionne pas, c'est d'imposer une politique de télétravail identique pour tout le monde, potentiellement en plus avec un peu de flicage, parce que, pareil, en fait, on ne repart pas des métiers, chacun a des besoins différents et a des modes de fonctionnement différents. Le commercial ne bosse pas comme le financier. 3e pilier classique, c'est le numérique. Et donc là, on parle des outils digitaux. Là, il y a un enjeu de fluidification du travail. Tu nous as parlé de la règle des 15 secondes, c'est-à-dire que le minimum, c'est d'avoir, par exemple, une connectique efficace et homogène dans les salles de réunion pour que chacun ait le même matos et que, voilà, que les outils soient au service de la fluidification du travail et pas inversement, qu'on s'adapte à chaque Mm. fois aux outils. Exactement. Voilà comment aborder la chose. Le 4e pilier, c'est les services, pilier classique, mais avec un fort enjeu de faire en sorte que les gens se sentent bien dans l'entreprise et aussi, pourquoi pas, de créer du lien. Tu nous as parlé du service minimum, vraiment un bon Wi-Fi, un bon café, c'est incontournable aujourd'hui, surtout en France. Mais derrière, il peut y avoir la conciergerie, la salle de sport, les cours. En tout cas, toutes ces choses qui font que les gens viennent au bureau, sont contents d'y aller et vont croiser d'autres gens. Et ces conversations de couloir et ces conversations informelles sont hyper importantes. Donc, bien penser à ça quand on aborde ce pilier de service. Et puis, il y a les 2 nouveaux piliers, mais qui sont en fait très connectés aux autres. Il y a l'expérience collaborateur. Là, il y a vraiment un enjeu d'attachement du salarié à la boîte. Il y a une problématique RH derrière finalement. Et ce qui peut être, enfin, le danger qu'il peut y avoir, c'est de créer de la frustration chez les collaborateurs qui fait qu'ils pourraient ne plus avoir envie de venir au bureau, par exemple, si l'expérience est mal faite. Dernier pilier qui fait partie des nouveaux, c'est l'accompagnement des collaborateurs, puisque l'enjeu dans toutes ces transformations, c'est l'adoption. Tu l'as dit, si je transforme l'entreprise, que je mets en place des nouvelles choses, des nouveaux outils, mais que c'est pas accompagné, que c'est pas guidé, ça peut être vu comme une perte d'avantage, alors que c'est l'inverse qui est souhaité. Et donc pas d'adoption et donc échec. C'est dommage d'avoir mis en place un super outil qui est pas utilisé. J'espère que j'ai bien récapitulé. j'ai j'ai fait ce que j'ai pu. Non, Euh, c'était. j'ai- ouais, j'ai pas oublié de choses, Simon. Non, mais tu l'as dit, c'est la difficulté de l'exercice. Faudra enregistrer. Enfin, moi, je pourrais t'en parler 2 jours de tous ces sujets-là, tu Ouais, vois. Donc là, on a essayé de faire concis et de balayer un maximum de points. Mais on pourrait aller hyper loin. Tu vois, je repense à plein de trucs que j'aurais pu te dire. Voilà, c'est la magie de ce sujet. c'est en tout cas moi qui suis que du point de vue d'usager, là, ça structure énormément les choses pour moi. C'est vrai que tu as mis le doigt sur pas mal de choses qui sont du bon sens, mais là, moi, le fait de raisonner en pilier me permet de vraiment structurer et je pense que ça aidera aussi certains auditeurs qui se posent des questions, qui sont dans des situations compliquées ou qui ont envie de mettre en place des choses pour dire: Mhm. «Ah, OK, c'est peut-être plus compliqué déjà que ça en a l'air. On touche à de Ouais, l'humain, bien sûr. et derrière, OK, si je touche à ce pilier, peut-être que ça a aussi, un impact sur un autre». Voilà, Oui, ouais. notamment l'expérience collaborateur. Donc c'est en ça, je trouve que c'est super, ce balayage que tu nous proposes depuis le début de l'épisode. Je voulais terminer par 3 questions, allez, peut-être 4 questions.
La Ouais. première, c'est s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, c'est quoi? Ah, c'est super Heu, dur. heu, hem, un truc, c'est hyper dur de répondre. Je suis méchant, c'est fait exprès. Déjà, bon, non, mais en hyper résumé, prendre conscience que le monde a changé, les modes de travail, les environnements aussi. Déjà, tout bête, mais juste cette prise de conscience-là, c'est déjà une première étape. Hem, je pense que si je dois accentuer sur l'un des piliers, c'est expérience collaborateur slash accompagnement, qui sont pour moi vraiment de plus en plus importants, pour ne pas dire le nerf de la guerre. OK. Encore une fois, tu peux mettre tous les efforts que tu veux dans quelque chose, si tu expliques pas aux gens pourquoi, comment, s'il y a trop de frustration, ça marche pas. Heu, et cette, Bah, on va cette garder expérience ça. préalable, voilà. Non, mais franchement, on va garder ça. Pour moi, ça me paraît le plus important. Effectivement, à chaque fois, tu l'as dit, s'il y a pas de communication, Ouais, si on n'interroge pas les gens, ça marche pas. Heu, non, merci, on va garder ça. Moi, je pense que c'est vraiment, OK, vraiment important vendu. aussi. On n'est pas sur du descendant, hein, on est sur de l'humain, donc tout le monde doit pouvoir participer et En tout cas, être acteur, ouais, de ce ouais, de être ce acteur. cette vie. Ouais. Si est-ce que tu as des sources d'inspiration, à partager, Simon? Quelque chose, une personne, un livre, un film, un site, un outil? Alors, ça aussi, c'est dur parce que j'en ai pas et j'en ai plein. Alors sur le workplace, sur le métier en tant que tel, je lis tout ce qui passe, vraiment tous les articles possibles de je là, je me suis remis à faire des visites, d'espace pour, m'imprégner de ça. Je faisais ça il y a quelques années en coworking. Là, ça me paraissait important de reprendre ça pour être à jour, tu vois? J'essaie de discuter avec beaucoup de gens. Je me suis mis dans 3 assos différentes, d'entrepreneurs, pas qui font pas mon métier, mais qui me permettent de réfléchir à des choses, avec qui j'échange. L'autre, en fait, sincèrement, si j'ai appris un truc sur les 15 derniers mois, c'est l'humain. J'apprends 10 fois plus en discutant avec des gens qu'en restant tout seul. OK. Et ça, c'est ma grande découverte, même si ça paraît aussi évident. Je le vis vraiment en tant qu'entrepreneur et c'est un plaisir de discuter avec les gens parce que je ressors toujours avec une info de plus. Euh, Très OK. dernièrement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je bosse mon pitch parce qu'on a un métier qui est compliqué à vendre, compliqué à expliquer déjà. Et donc, j'ai lu ce qui est sans doute pour plein de gens un basique, mais je suis en plein dans un bouquin qui s'appelle L'art du pitch, alors qui est assez extrême, il va loin dans la théorisation de ce que tu peux faire et pas faire, mais euh, il est hyper intéressant. En tout cas, il t'ouvre sur plein de choses. J'aime bien ce genre de livre. Et après, pour être honnête, podcast. J'écoute beaucoup de podcasts et notamment, alors les tiens avec plaisir depuis que je te connais d'ailleurs, Merci euh, Simon. et Génération Do It Yourself qui est un classique, mais OK. que j'adore. Je les écoute quasiment tous. Euh, J'adore ce format long où les gens ont le temps de discuter, d'aller au fond des sujets. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a quand même des gens qui m'inspirent, comme rarement j'ai été inspiré sur ces podcasts. Et plus récemment, j'ai découvert Lundi au Soleil de Timothée, qui est un associé de Mathieu Stéphanie, qui est également chez Cosa Nostra et qui lui fait aussi un podcast super avec plein de gens intéressants. Voilà. Donc beaucoup de podcasts finalement, si j'y OK. réfléchis depuis 6 mois, tu vois. Euh, Je voilà. je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode, l'art du pitch, je connaissais pas et bah, Génération Do It Yourself, je recommande chaudement aussi à tout le monde. C'est Mathieu Stéphanie qui fait des épisodes de 3 heures Ouais, avec des gens ouf et donc ouais, ouais, j'aime beaucoup le temps long, le temps quali aussi et voilà, il le fait très bien depuis plusieurs années et ouais, ouais, ouais. ouais, c'est vraiment chouette. Je te rejoins là-dessus et bah, je connaissais pas Lundi au soleil, je vais aller regarder. Ouais, c'est Tu parlais d'échanges avec des entrepreneurs, de gens qui potentiellement t'inspirent. Ça fait le lien avec ma dernière question. Work in ouais, Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. ouais. Qui, dans tes contacts, tu me recommanderais d'y inviter? Euh, euh, j'ai plein d'idées, mais je pense que l'un de ceux avec qui ça pourrait être hyper intéressant, là comme ça, c'est Martin Sawyer, qui est le fondateur de Slin, qui est une boîte qui fait du mobilier avec une très grosse approche RSE, enfin transition écologique. Ils font hyper attention à ça. Euh, Ils sont très impliqués. Et ce que j'aime bien chez Martin, c'est qu'il va très très loin dans son niveau de réflexion, surtout pour un aménageur, entre guillemets, tu vois. Je trouve qu'il se pose beaucoup de questions. Il pourrait être conseil. Enfin, tu vois, je le trouve très pertinent là-dessus. Il va très loin dans les analyses qu'il fait. Mais il y en a plein, pour être honnête.
On a organisé un événement début décembre qui s'appelait The Next Workplace et on a eu des fondateurs hyper intéressants. Le Raphaël Delaverne de chez Totem, il lui est arrivé plein de trucs en plus d'un point de vue entrepreneurial. Il a eu des moments de galère, il a remonté, il a une boîte super. C'est un service. On parlait de service tout à l'heure. C'est un super service aux entreprises de distributeurs. Enfin, je vais très mal le dire, c'est terrible. Il va m'en vouloir terriblement, mais c'est un service qui te permet d'apporter aux collaborateurs plein de. C'est beaucoup mieux que des distributeurs, tu vois. Tu te sers, tu as un côté étagère, enfin, et tu peux avoir plein de typologies de produits différentes. Il y a Tom de café que je trouve génial, avec qui j'adore discuter aussi, qui a, je pense, 10 ans d'avance sur son produit d'ailleurs. Il fait une sorte d'application de gestion de résa d'espace, mais beaucoup plus communautaire que de résa. D'ailleurs, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de recréer du lien chez les gens, tu vois. Donc, il a ce prisme-là. Il y en a plein. Il y a Kevin Bouchareb. Alors, je sais qu'on le cite beaucoup en ce moment. C'est le directeur Future of Work de Ubisoft. Et il a théorisé énormément de choses, notamment sur les modèles, les différents modèles d'hybridation du travail, et donc des entreprises qui répondent à ces modèles. C'est hyper intéressant. Il est intervenu à l'événement The Next Workplace. C'était un plaisir de l'écouter. Il est très concret et très franc, ce qui fait du bien. Moi, j'adore quand il y a de l'action, du concret et que c'est pas trop politique. Ça me fatigue un peu pour être franc. Et là, Ouais. c'est un plaisir à écouter. Voilà, quelques noms comme ça, mais Bah, super. Attends, déjà, je compte pas moins de 4 passes décisives. J'ai noté les noms. C'est que des personnes que je connais pas. Certaines boîtes, bien sûr, ça m'évoque quelque chose. okay. Surtout la dernière, mais super. Je vais aller regarder. Merci beaucoup pour les recos. Écoute, avec Dernière petite question, Simon, pour ouais. ceux qui veulent te suivre ou suivre Useful, t'envoyer des petits mots sympas. C'est quoi la meilleure manière de le faire? Écoute, LinkedIn fonctionne bien. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Il y a un compte pro et il y a mon compte à moi, Simon Vergeot, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message avec plaisir. On a le site web avec le formulaire de contact. Mais je dirais LinkedIn et puis après téléphone, tu vois. Mais en tout cas, en première approche, LinkedIn, c'est bien déjà. Je mettrai ton LinkedIn dans la description et le site web. Je mettrai peut-être pas ton numéro de téléphone. Ok, Tu- ça me va. on va peut-être pas risquer ça. Mais à part si tu veux, hein. Mais Non, mais très bien. Non, mais je leur donnerai en message. ouais. Et bah, merci beaucoup, Simon. Pour moi, c'était un super épisode. Tu nous as partagé plein de choses. Je te souhaite une bonne journée. Eh ben, bonne journée à toi aussi. Merci encore pour l'accueil. Et puis, c'est bon. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile. Et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.